Au dîner de famille, mes parents m'ont dit, tu es un fardeau, nous voulons vivre sans toi. Je suis parti en silence. Le lendemain, leur carte a été refusée. J'ai reçu 17 appels manqués de maman. La maison sentait la vanille et l'eau de rose. J'avais passé des heures à perfectionner le glaçage. Chaque délicate volute sur le gâteau d'anniversaire était appliquée avec le même soin que j'apportais à mes clients de mariage à l'époque où la grâce florale était encore à moi. Le gâteau trônait fièrement sur la table des desserts. Une pièce maîtresse rose tendre sous une décoration scintillante 40 ans. La salle à manger bourdonnait de chaleur. Des voisins, de vieux amis, des parents que je n'avais pas vus depuis le lycée. Les verres s'entrechoquaient. Quelqu'un riait trop fort. La précieuse porcelaine de ma mère, sortie du vaisselier une fois par décennie, brillait sous le lustre. Je pris ma place, époussetant encore le sucre glace de mes mains. Maman était assise en face de moi dans son chemisier en soie. Ses cheveux bouclés juste comme il fallait. Elle leva son verre de vin et le tapota avec une cuillère. Le silence se fit dans la pièce. À 40 ans d'amour, dit-elle, et à la grâce de savoir quand lâcher prise. Au début, j'ai trouvé ça poétique, jusqu'à ce qu'elle se tourne vers moi. Tu es un fardeau, Camille, dit-elle. Nous voulons vivre sans toi. Mon souffle se coupa. J'ai cru avoir mal entendu, mais les mots résonnaient encore, suspendus dans l'air comme de la fumée. Je me tournai vers papa. Il ne scia pas, se contenta de prendre une autre gorgée de vin. Les chaises grincèrent. Les fourchettes s'arrêtèrent en l'air. Diane, la voisine, baissa les yeux. Personne ne parla, pas même ma sœur. J'ai souri. Je ne sais pas pourquoi. Un réflexe. Peut-être. J'ai levé mon verre, j'ai bu une gorgée et j'ai laissé la brûlure s'installer derrière mes côtes. Puis je me suis levé, j'ai lissé la serviette sur mes genoux et je suis parti. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas pleuré. En haut, j'ai tiré ma valise du placard, j'ai fait mes bagages lentement, l'essentiel seulement, quelques vêtements, mon ordinateur portable, 3 photos encadrées de ma table de chevet. La maison était silencieuse alors que je me glissais par la porte de côté et dans la nuit. Je ne savais pas où j'allais, seulement que j'en avais fini de prétendre que j'étais désiré. Au matin, j'étais à 15 km de là, dans une chambre d'hôtel avec une lumière de couloir vacillante et un oreiller rêche qui sentait l'eau de Javel. Je suis resté allongé sur les couvertures, regardant les ombres bouger au plafond, et je me suis permis de ressentir tout ce que je n'avais pas laissé paraître à table. Je n'ai pas regardé mon téléphone. Je n'en avais pas besoin. Demain, je commencerai à comprendre à quel point ils dépendaient de la personne qu'ils avaient si facilement rejetée. Je me suis réveillé avant le soleil, endolori par le matelas de l'hôtel, et toujours vêtu du même chemisier que la veille au dîner. Le silence dans la chambre n'était pas paisible. Il était vide. Un genre de calme qui vous fait prendre conscience de votre propre respiration. Je me suis assise lentement, les jambes pendantes au bord du lit, et j'ai fixé la moquette. Je savais que ce jour viendrait. Je ne m'attendais simplement pas à ce qu'il arrive si bruyamment, devant une pièce pleine de gens. Il y a 5 ans, j'avais abandonné quelque chose que j'aimais. La grâce florale n'a jamais été une affaire florissante, mais c'était la mienne. Chaque pétale, chaque facture, chaque arrangement de mariage tard dans la nuit. Mes mains l'avaient bâti. Quand l'appel est arrivé, la voix de maman avait tremblé, les frais médicaux, les réparations, les avis de retard de prêt immobilier qui s'accumulaient. Elle a dit qu'il se noyait. Je n'ai pas hésité. J'ai vendu la boutique pour 132 000 €. Je n'ai même pas essayé de négocier. J'ai juste remis les clés à un jeune couple qui voulait ajouter une touche moderne à mes présentations rustiques. Puis j'ai réemménagé dans ma chambre d'enfant, me promettant que c'était temporaire, mais le temporaire s'est étiré sur des années. J'ai trouvé un travail dans une pépinière, pour la moitié du salaire. Aucune fierté, mais ça assurait un flux d'argent. Et l'argent n'a jamais cessé de couler, chaque mois. Et pas une seule fois, pas une seule, ils ne m'ont prise à part pour me dire « Nous voyons ce que tu fais. » Merci. Au lieu de ça, ils m'ont dit que j'étais un fardeau. De retour à l'hôtel, j'ai ouvert mon ordinateur portable. J'avais besoin de voir les chiffres. Besoin de les sentir empilés en ligne et en colonne. Incontestable. J'ai fait défiler les paiements automatiques.
Mon compte avait été leur bouée de sauvetage, et je n'avais même pas réalisé à quel point. Mes doigts planaient au-dessus des onglets d'annulation. Pas encore, mais bientôt. J'ai refermé l'écran, me suis adossé à la chaise grinçante de l'hôtel et j'ai regardé le plafond. Ils avaient dit qu'ils voulaient vivre sans moi. Peut-être qu'il était temps de leur montrer à quoi cela ressemblait vraiment. J'ai ouvert le tableur que j'avais commencé à tenir il y a 2 ans, non par amertume, mais pour m'assurer que rien ne passait entre les mailles du filet. Les charges, constantes, 300 € par mois, à peu de choses près. L'eau, généralement 120 €. Les forfaits internet et streaming, 83 €. Le prêt immobilier, 1000 € tout rond. Les impôts fonciers chaque trimestre. L'assurance 2 fois par an. Les courses étaient plus difficiles à suivre. Je passais ma carte dès que le frigo semblait vide, ou quand maman ajoutait des choses à la liste et la laissait sur le comptoir comme une attente. Les réparations arrivaient par vagues, fuite de plomberie, un système de CVC vieillissant, le remplacement des marches arrière. J'ai fait le total pour les 12 derniers mois seulement, plus de 22 000 €. Silencieusement, automatiquement prélevés sur la vie que j'avais mise en pause. J'avais l'habitude de penser que c'était de l'amour, ou peut-être une obligation, mais assise dans cette chaise d'hôtel bon marché, avec mon ordinateur portable qui vrombissait et mon dos endolori, ça ressemblait à autre chose. Je me suis souvenu de la façon dont maman me présentait à l'église. Voici Camille, notre aînée. Elle reste avec nous un petit moment, le temps qu'elle se remette sur pied. Je me suis souvenu de la façon dont papa ne me demandait jamais de nouvelles de mon travail, comment il levait les yeux de ses réparations de tondeuse dans le garage quand je rentrais, mais ne disait jamais grand-chose de plus que « le dîner est sur la cuisinière ». Et Manon, ma sœur, a dit un jour au petit déjeuner « ce n'est pas comme si tu avais un vrai travail, de toute façon ». J'en avais ri, mais je n'avais pas oublié. Ça n'avait pas commencé comme ça. Les premiers mois de retour dans cette maison, il y avait des signes de reconnaissance. Maman me préparait du thé certains soirs. Papa a réparé ma vieille voiture. Mais finalement, ils ont cessé de remarquer ce que je donnais et ne m'ont vu que comme quelqu'un qui restait. Et je suis resté plus longtemps que je n'aurais dû. Je n'arrêtais pas de me dire que je préservais quelque chose, la maison, leur dignité, notre famille. Mais tout ce que j'avais vraiment fait, c'était d'échanger mon indépendance contre leur confort. J'ai fermé le tableur, puis je l'ai rouvert. Mon curseur planait à nouveau sur l'onglet des paramètres de paiement automatique. Peut-être que la seule façon de me réapproprier mon avenir était d'arrêter de financer le leur. Hélène a ouvert la porte avant même que je frappe. Son visage était doux d'inquiétude, sa voix basse quand elle a dit « Entre, ma chérie ». Comme si parler plus fort risquait de me briser. Leur salon n'avait pas changé depuis la dernière fois que j'étais venu. Des parquets chauds, des coussins dépareillés, un tableau de travers acheté à une foire artisanale qui, selon Hélène, était du charme, pas un défaut. On sentait que c'était un lieu de vie, un lieu réel, le genre d'endroit où l'on n'avait pas besoin d'être autre chose que fatigué et honnête. Marc est apparu de la cuisine avec une tasse de thé déjà à la main, comme le font les gens qui vous connaissent assez bien pour ne pas demander d'abord. Je me suis enfoncé dans le canapé et je n'ai pas parlé pendant un long moment. Quand j'ai finalement parlé, je leur ai tout raconté. Pas seulement le dîner, bien que je leur ai raconté chaque mot, mais les années qui y ont mené. La boutique que j'ai abandonnée, les paiements que j'ai faits, la lente disparition de la gratitude, le poids d'être toujours nécessaire, mais jamais désiré. Hélène ne m'a pas interrompu. Elle a juste posé une main sur mon bras et l'a serré. Marc était assis en face de moi, les jambes croisées, le front plissé, silencieux jusqu'à ce que j'ai fini. Puis il a dit, « Tu as déjà entendu parler de ce qui est arrivé à Illy ?» Vincent Illy était une connaissance de nos débuts en affaires. Il possédait une entreprise d'entretien de jardin et s'est occupé de sa famille pendant près d'une décennie. Il payait pour tout. Puis un jour, sa fille lui a dit qu'il était autoritaire. Qu'il la gênait. Alors il est parti, il a coupé tous les robinets financiers. En 2 mois, la maison a été saisie, la voiture partie. La fille vivait dans un 2 pièces de l'autre côté de la ville. Il ne l'a pas fait pour la punir, a dit Marc. Il a simplement cessé de la laisser puiser dans le compte de quelqu'un d'autre. J'ai fixé mon thé, la vapeur s'estompant. Cette nuit-là, seul dans leur chambre d'amis, j'ai rouvert mon ordinateur portable. Mes doigts n'ont pas tremblé cette fois. Électricité, annulée.
Oh, annulé. Internet, annulé. Streaming, assurance, compte de course en ligne. Le cordon ombilical numérique, coupé fil par fil. Chaque clic était un adieu silencieux, une phrase qu'il ne m'avait jamais laissé prononcer à voix haute. Je ne me sentais pas en colère, juste lucide. Ils avaient dit qu'ils voulaient vivre sans moi. Maintenant, ils le pouvaient. J'ai refermé le couvercle, j'ai expiré lentement, et je me suis enfin allongé dans un lit qui n'était pas le mien, mais qui, pour la première fois depuis des années, ne me donnait pas l'impression de m'avoir tout coûté pour y rester. Je me suis réveillé avec la lumière du soleil filtrant à travers les stores de la chambre d'amis et le léger cliquetis de la vaisselle dans la cuisine. Pendant un instant, je me suis permis de prétendre que c'était un matin ordinaire, un matin où l'on ne m'avait pas traité de fardeau, où je n'étais pas parti, où je n'avais pas passé la nuit à démêler des années d'obligations avec quelques frappes de clavier prudentes. Puis j'ai attrapé mon téléphone. 17 appels manqués, tous de maman. 2 messages vocaux, un SMS. Appelle-moi maintenant. J'ai fixé l'écran sans en ouvrir un seul. 10 minutes plus tard, il a sonné à nouveau. Je n'ai pas reconnu le numéro, mais je n'en avais pas besoin. J'ai répondu sans parler. Mais qu'est-ce que tu as fait? La voix de Manon était sèche, frénétique. Internet est coupé. J'ai des dossiers clients à envoyer aujourd'hui. Le courant vacille. Maman panique. J'ai gardé ma voix calme. J'ai arrêté de payer. Il y a eu une pause. Puis elle a ricané. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu ne peux pas tout couper comme ça sans prévenir. On ne m'a pas prévenu quand on m'a traité de fardeau, ai-je dit. Elle a hésité. C'était juste maman. Elle était émotive. Tu sais comment elle est. Et papa? Silence. J'ai attendu. Tu es dramatique, a-t-elle finalement dit. Écoute, remets tout en marche, d'accord? On parlera plus tard. Non. Une autre pause. Celle-ci plus froide. Manon a lâché, c'est exactement pour ça que personne ne veut avoir affaire à toi. Tu ramènes toujours tout à toi. Je n'ai pas répondu. J'ai simplement mis fin à l'appel. Hélène est entrée quelques minutes plus tard, tenant une assiette de toast et un regard doux que je ne méritais pas, mais que j'appréciais quand même. Je ne lui ai pas dit ce que Manon avait dit. Je n'en avais pas besoin. Le téléphone vibrait encore sur la table de chevet, un rappel constant du chaos que j'avais laissé derrière moi. À midi, les appels s'étaient calmés, mais le silence semblait plus lourd. Aucune excuse n'est venue, ni de maman, ni de papa, juste de la panique et des reproches, comme si j'avais volé quelque chose au lieu de simplement m'être éloigné. Le poids dans ma poitrine n'était pas de la colère. C'était une prise de conscience. Que peut-être, pendant tout ce temps, je n'avais pas été aimé pour qui j'étais, mais pour ce que j'apportais. Plus tard dans l'après-midi, le ton des messages a changé. Un de maman disait, l'eau est coupée. Je ne sais pas ce qui se passe. S'il te plaît, appelle-moi. Toujours aucune mention de ce qui avait été dit au dîner. Aucune reconnaissance, juste de la logistique, une crise, une attente. J'ai éteint le téléphone. Ce soir-là, Marc a fait griller des légumes dans le jardin pendant que Hélène nous versait des verres de thé glacé. L'air était encore chaud, la lumière commençait tout juste à changer. J'étais assise entre eux, silencieuse. Mes mains enroulées autour du verre, regardant la fumée monter du grill. Ils ne m'ont rien demandé. Ils n'ont pas prétendu tout comprendre. Ils m'ont juste laissé exister. C'était la première fois depuis des années que je sentais que je le pouvais. Et demain, je savais que le dénouement commencerait. Il n'a pas fallu longtemps pour que la nouvelle se répande. Lyon était assez grande pour y disparaître, mais le quartier ne l'était pas. Hélène a appris par une collègue, qui l'avait appris de sa cousine, que la famille Leroy était en retard sur son prêt immobilier. Diane, la voisine d'un accent grave côté, était apparemment passée avec des muffins du commerce et était repartie avec une histoire laconique sur le fait que les services publics étaient coupés depuis 3 jours. Et Manon, ma sœur, qui autrefois publiait sur la liberté et le travail en freelance, travaillait maintenant de nuit dans un supermarché ouvert 24h24 près des quais de la Saône. Quelqu'un que Hélène connaissait l'avait vu ranger des conserves sous la demi-lumière fluorescente. Elle n'avait pas levé les yeux. Je ne me sentais pas vengé,
juste fatigué. Thomas m'a envoyé un texto ce matin-là pour me demander si j'allais bien. Je lui ai dit que oui, la plupart du temps. Il a répondu par un simple fier de toi. C'était suffisant. Tard cet après-midi-là, on a frappé à la porte d'Hélène. J'ai su qui c'était avant qu'elle n'ouvre. Maman se tenait sur le seuil, serrant son sac à main comme s'il allait s'enfuir. Elle semblait plus petite, en quelque sorte. Pas plus vieille, juste effondrée sur elle-même. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. Hélène m'a jeté un regard et je lui ai fait un léger signe de tête. Maman s'est assise raidement sur le bord du canapé de la chambre d'amis. Je n'ai pas bougé du fauteuil. Elle a commencé par de petites choses. Le frigo, le chauffage, les plantes qui mouraient sans l'humidificateur que je remplissais. Puis sa voix s'est brisée. « Camille, ma chérie, on essaie, mais c'est trop. » Je l'ai laissé parler. J'ai attendu. Finalement, j'ai dit, « Tu m'as dit que tu voulais vivre sans moi. » Elle a tressailli. Je ne voulais pas dire. Mais tu l'as dit. Et tu l'as dit devant des gens qui n'ont toujours pas pris de mes nouvelles pour savoir si je vais bien. Les larmes ont rempli ses yeux. On a besoin d'aide. J'ai hoché la tête lentement. Alors il est temps que Manon et papa trouvent comment t'aider. J'ai fait ma part pendant 5 ans. Elle n'a pas discuté. Elle est juste restée assise un moment de plus, puis s'est levée, a hoché la tête sèchement et est sortie. J'ai regardé la porte se fermer et j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Pas de la vengeance. Juste une libération. Et pour la première fois, je ne me sentais pas coupable de m'être choisi. Une semaine s'est écoulée avant que j'aie de nouveau de leurs nouvelles. Pas directement de mon père, bien sûr. Il n'appelait jamais, ne l'avait jamais fait, même pas quand j'avais déménagé pour la première fois à 19 ans. Mais il a envoyé un message par l'intermédiaire de maman, griffonné de son écriture carrée au dos d'un dépliant de jardinage qu'elle a laissé dans la boîte aux lettres d'Hélène. Pense à ce que la famille signifie. Je l'ai lu 2 fois, 3 fois, puis je l'ai plié soigneusement et l'ai glissé au fond de mon cabas sans un mot. Plus tard ce jour-là, maman a de nouveau appelé. J'ai laissé le message aller sur la boîte vocale. Son ton était plus doux cette fois. Répété, mesuré. Nous voulions juste de l'espace, Camille, pas te perdre. Ce soir-là, nous étions dépassés. Ton père était fatigué. Je ne voulais pas que ça sorte comme ça. Mais c'était sorti comme ça, et personne à cette table ne l'avait empêché. Pas même elle. Je l'ai rappelé ce soir-là. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Vous avez dit que vous vouliez vivre sans moi, ai-je dit doucement. Nous étions émus, a-t-elle insisté. Nous pensions que peut-être il était temps que tu trouves ta propre voie. Il ne s'agissait pas de ne pas t'apprécier. Mais c'est exactement de ça qu'il s'agissait, ai-je dit. Vous ne vouliez pas vous sentir dépendant de moi, alors vous avez décidé d'effacer ce que j'avais fait à la place. Elle est restée silencieuse un long moment. Tu nous manques, a-t-elle dit finalement. J'ai hoché la tête, bien qu'elle ne puisse pas le voir. Alors vous auriez dû dire autre chose à la table du dîner. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai raccroché et j'ai de nouveau éteint mon téléphone. Je n'avais aucune envie de me laisser entraîner à nouveau dans une version du foyer où je n'avais de valeur que lorsque j'étais invisible. Qu'ils restent dans l'espace qu'ils avaient demandé. Je n'allais sauver personne d'un silence qu'ils avaient eux-mêmes créé. 3 mois se sont écoulés dans une séparation calme et constante. Je n'ai pas appelé. Je n'ai pas demandé de nouvelles, mais les nouvelles, comme les mauvaises herbes, trouvent toujours un moyen de pousser. Diane, de l'autre côté de la rue, m'a envoyé une photo un matin. Pas de légende, juste une image de la vieille maison avec un panneau à vendre de travers planté dans la pelouse clairsemée. L'herbe avait jauni, les volets s'écaillaient, et les parterres de fleurs que j'entretenais autrefois avaient été envahis par les mauvaises herbes. J'ai regardé la photo pendant un long moment. Pas avec satisfaction, ni même avec tristesse, juste avec distance, comme si je regardais une vie antérieure que je ne reconnaissais plus comme la mienne. Ils l'ont vendue 2 semaines plus tard. Hélène m'a raconté les détails à voix basse, comme si parler plus fort pouvait rendre la chose réelle. Les acheteurs étaient un couple d'un autre département. Le prix était bas, bien plus bas qu'il n'aurait dû l'être, mais le prêt immobilier avait pris trop de retard pour attendre une meilleure offre. Maman,
papa et Manon ont emménagé dans une location à l'autre bout de la ville, un appartement d'une chambre au-dessus d'un magasin de dépôt-vente. Pas de jardin, pas de garage, pas de potager. Je ne leur ai pas rendu visite, non par dépit. Je n'avais tout simplement rien à faire là-bas. La maison où j'ai grandi avait cessé d'être la mienne bien avant que je ne sorte par la porte de côté cette nuit-là. J'étais juste celle qui payait pour la maintenir debout. Maintenant, quelqu'un d'autre allait parcourir ces pièces, repeindre les murs, arracher la vieille moquette. J'espérais qu'il ne trouverait pas le grand livre des sacrifices enfoui sous les fondations. Parce que cette histoire, mon histoire, était enfin terminée, et je n'allais pas écrire un autre chapitre dans une maison qui n'avait jamais vraiment fait de place à la femme que j'étais devenue. L'enveloppe était de couleur crème, épaisse et sans marque, à l'exception de mon nom écrit d'une écriture soignée que je n'avais pas vue depuis un moment. Manon. Je l'ai laissé sur le comptoir pendant des heures. J'ai fait du thé, j'ai réarrangé les livres sur l'étagère, j'ai essuyé une table qui n'était pas poussiéreuse. Pourtant, elle attendait. Finalement, je l'ai ouverte. C'était 2 pages, soigneusement écrites, soigneusement vagues. Elle disait qu'elle était désolée, que les choses avaient dérapé, qu'elle avait été stressée, dépassée. Elle mentionnait la vente de la maison, le déménagement, combien tout cela avait été difficile. Il y avait une phrase sur le fait que la façon dont les choses étaient avant lui manquait, et un espoir que peut-être un jour nous pourrions parler. Mais nulle part dans ces pages ne se trouvait le mot reconnaissante. Nulle part ne se trouvait la phrase « tu ne méritais pas ça ». J'ai plié la lettre et l'ai placée dans un tiroir avec d'autres choses dont je n'avais plus besoin mais que je ne pouvais pas tout à fait jeter. Je n'ai pas répondu. À ce moment-là, j'étais dans mon propre espace, un modeste appartement à Bellevue avec un balcon étroit et juste assez de place pour la paix. Je travaillais à temps partiel pour un studio floral en ville, aidant à concevoir des arrangements de mariage, donnant des ateliers de bouquets à des mariés, des enfants et des gens qui aimaient simplement la couleur. Je construisais quelque chose à nouveau. Pas une entreprise, pas un héritage, juste une vie tranquille qui ne nécessitait la permission de personne pour que je la sente mienne. Le téléphone sonnait parfois. Des numéros inconnus, des messages vocaux qui commençaient par de longues pauses. Je ne décrochais pas. Je n'étais plus en colère, mais je n'ouvrais pas une porte qui n'avait toujours pivoté que dans un seul sens. Et quand j'éteignais la lampe chaque nuit, je le faisais sans me soucier de savoir qui attendait encore dans le noir. Les murs de mon appartement se remplissent lentement de couleurs, des croquis de fleurs que j'ai dessinés lors d'après-midi tranquilles. Certains encadrés, d'autres scotchés sans plan particulier. Pivoine, lys, marguerite en mouvement. Pas à vendre, pas à exposer. Juste pour moi. Chaque matin, je sors sur le petit balcon avec mon arrosoir. Les jardinières sont pleines maintenant. Menthe, romarin, fleurs sauvages, un lierre tenace que j'ai failli abandonner. Le parfum monte avec la chaleur, doux et vert. Parfois, je me surprends à fredonner. Mon compte en banque n'est pas plein, mais il est à moi. Chaque chèque de paie vient d'un travail que je choisis, et chaque facture est une que j'ai acceptée. Le nom de personne ne figure plus à côté du mien. Je ne me réveille plus en vérifiant les avis de retard de paiement. Je ne me prépare plus au poids du silence de quelqu'un d'autre. Un soir, alors que le ciel devenait lavande, je me tenais pieds nus sur le balcon. La brume captant le dernier rail de lumière, et je l'ai murmuré à voix haute, juste une fois, juste pour moi. Je n'ai jamais été le fardeau. J'étais la bâtisseuse. Cela n'a pas résonné. Ce n'était pas nécessaire. À l'intérieur, mon téléphone reposait sur la table. Pas de vibration, pas de supplication, juste l'immobilité. Et je l'ai laissé ainsi, me retournant vers les vignes qui s'enroulaient vers la rambarde, leurs racines solidement agrippées, poussant là où elles avaient enfin le droit de rester.